Hola, c'est moi et ce n'est pas le professeur Yaoi. Bienvenue dans cette Bibli Yaoi, ce bilan 2018 Yaoi et BD LGBT en fait. Ça fait une paye, mais j'ai quand même sorti les vidéos sur les sorcières en octobre, donc ça faisait moins de temps que la dernière fois que je vous ai parlé, je sais pas trop. Bref, comme chaque année, j'en fais un peu une tradition maintenant, on va faire un petit top des Yaoi sortis en France cette année, et en profiter pour faire un petit bilan en fait de ce que j'ai fait, et voilà. Et on va commencer par ça. Alors déjà, j'ai déménagé, ça prend un peu de temps mine de rien, mais vous pouvez constater ce magnifique espace qui est un petit peu le bureau d'investigation Yaoi en fait. Je trouve que ça fait un petit peu mystérieux. Et à côté, il y a la nouvelle Bibli Yaoi. Sur Twitter, j'ai fait un thread pour expliquer mon classement, avec des top shelves, des bottom shelves, et tout ça est très organisé. Mais j'ai sorti un peu de matos là pour faire le top. Pour commencer vidéo, j'ai eu d'assez bons retours sur les vidéos sur les sorcières, et je réfléchis à d'autres concepts un petit peu différents, même si j'aimerais bien continuer à bosser avec les personnages du Vaginarium et que je suis sacrément bloquée parce que j'avance à tout petits pas sur le montage du final quand j'ai le temps. C'est un travail assez gargantuesque, j'arrive plus à me dégager autant de temps qu'à l'époque où je faisais les Vaginariums régulièrement, mais j'aimerais vraiment le finir, j'aimerais toujours vraiment le finir. Je sais que ça sonne comme une blague, mais voilà, j'en suis là, et c'est aussi pour ça que je ralentis le rythme, parce que je suis bloquée par ça, pour être honnête. Mais on verra. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne promets rien, mais l'envie est là. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient de faire un sondage Twitter sur qu'est-ce qui va sortir en premier, le film Camelot ou le Vaginarium final du Dr Pralinus. Je suis comme... Bah écoutez, les paris sont ouverts, mais moi je ne sais pas. Par contre, bonne nouvelle, le Vaginarium sur Barbie qui avait été bloqué est disponible sur Vimeo. Je mettrai un lien en description, j'ai déjà mis les liens sur ma page Facebook et sur Twitter. Suivez-moi là, hein, si vous voulez avoir des nouvelles, c'est le plus simple, je suis assez active sur Twitter. Du coup, le Vaginarium sur Barbie, visible à présent. J'ai enfin fait le truc, parce qu'en fait maintenant j'ai la fibre, donc c'est beaucoup plus simple d'importer des vidéos, d'exporter des vidéos, de mettre des vidéos en ligne. Voilà. Le Vaginarium sur les Magical Girls, qui est aussi bloqué sur YouTube, est toujours disponible en 2 parties sur Dailymotion. Si vous le googlez, vous trouvez, je vous remets également le lien. Et j'avais une chaîne secondaire, Magical Doremi abrégé, Soldomi, que je faisais avec Di. Et bien, tout a été bloqué, mais quelqu'un a tout remis en ligne, et moi, personnellement, je m'en fiche si quelqu'un remet mes vidéos en ligne, comment dire, je ne me fais pas d'argent dessus, donc, eh bien, merci à cette personne, et vous pouvez donc aller voir Magical Doremi abrégé sur Dailymotion. Voilà, c'était pour les créations vidéo. Ensuite, eh bien, je continue toujours à faire de la BD, du webcomic, toujours disponible en ligne. Récemment, en parlant de blocage... Je suis bloquée dans mon inspiration pour le final, mes vidéos sont bloquées et mes BD sont bloquées parce que Tumblr censure le Not Safe for Work et je mettais à la base mes BD en ligne sur Tumblr. Donc la plupart des planches de Yaoi Files, enfin disons toutes les planches qui sont pornographiques, ce qui n'intéresse pas forcément tous les gens qui me suivent de toute façon, hein, parce qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas et il y a aussi des gens qui se sentent trop jeunes, pas prêts pour regarder ce genre de choses, et eh bien, vous gérez, c'est très bien. L'important c'est d'écouter, voilà. J'ai l'impression d'être, je sais pas, Pascal le grand frère. Bref, donc, les Yaoi Files, si vous vous rappelez un petit peu, j'ai commencé à les reposter sur le site Manga Draft. Donc, toutes les planches vont être mises progressivement sur ce site-là, en français, et puis j'ai commencé aussi à le traduire en anglais. Donc si vous voulez partager cette BD avec vos amis anglophones, maintenant, Yaoi Files commence à être posté sur Tapas, où je poste une autre de mes BD, le webcomic Heroes Academy, qui était sorti à Japan Expo l'an dernier, le premier tome, mais que j'avais publié en ligne avant, et que je continue à publier en ligne, en anglais sur Tapas, en français, du coup, sur Manga Draft et sur Tumblr, même si du coup il y a des planches qui ont été bloquées sur Tumblr, mais vous pourrez les retrouver sur Manga Draft. Tous les liens sont en description, et sinon vous pouvez commander tous mes fanzines, avec un petit mail je peux vous dire les frais de port que ça engendre en plus du prix du fanzine, et on peut voir comment est-ce que je peux vous envoyer la chose. Le mail c'est drpralines@gmail.com, donc si vous avez envie d'un de mes fanzines, c'est toujours dispo, plus ou moins, voilà. Enfin, une autre sortie fanzine de 2018 dont j'étais extrêmement satisfait. C'est un collectif pour le coup, c'est le premier collectif fanzine que je dirige. Ça s'appelle le Club Goudouroté, donc comme l'indique le titre brillant, qui avait été trouvé par Biscuit, une des 13 artistes qui a participé à ce zine. C'est une parodie du Club Dorothée, mais en version lesbienne, donc le Club Goudouroté. C'est du manga rétro parodié à travers des BD, des fanarts, des articles. Il y a aussi un horoscope, il y a des pages fashion dont je suis vraiment fière, puisque j'ai une énième personnalité, Goudouroté, qui est donc un petit peu la mascotte
je sais pas, du fanzine Le Club Goudou-Roté, qui nous apprend comment se looker quand on est une véritable goudou. En cadeau en plus, avec le fanzine, tu as ta carte du Club Goudou-Roté, que tu peux montrer à tous tes amis, oulala. Donc il reste encore quelques exemplaires, pareil, un mail si vous voulez commander. Enfin pour finir sur mes sorties, mais c'est un petit peu un secret parce que je l'ai fait sous pseudo, oulala. Un certain Théodore Kochka a sorti le roman Candombe Tango, Les Revenants de Brézo, chez Mix Édition en septembre. C'est une histoire policière surnaturelle avec évidemment une romance gay entre un ange, un démon et un flic. C'est pas tout à fait un triangle amoureux, en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc quand même l'intrigue prend pas mal de place, c'est vraiment une enquête. Et pour le coup, il y aura une suite. J'ai fini le premier jet en fait pendant le nano. Donc ça c'est le premier tome d'une trilogie et vous pouvez vous le procurer sur Amazon, sur pas mal de sites en fait. Donc voilà. Enfin, si vous aimez m'entendre parler de yaoi, ce qui est sans doute le cas puisque vous regardez cette vidéo, vous pouvez le faire plus régulièrement en fait, à travers l'émission Opai Palace qui est sur Japan FM chaque premier samedi du mois. Je serai peut-être pas forcément à toutes les émissions, mais j'y suis assez régulièrement et je serai en tout cas à la prochaine qui sera le 2 février, et au cours de laquelle on aura un invité qui vient des éditions Akata, éditions qui ont fait plein de belles sorties cette année et je vais notamment... je vais en reparler. Voilà. Pareil, lien en description, il va y avoir plein de liens, vous allez avoir une énorme description, ça va être super. Du coup, en fait, avant de partir sur un top 10 des mangas yaoi, pur yaoi sortis en France en 2018, je vais vous parler un petit peu de BD LGBT, ou même de yaoi un petit peu plus global, c'est-à-dire pas japonais, et pas forcément sorti en France. En fait, on va faire un petit peu juste un espèce de pêle-mêle de BD dont j'ai envie de parler là, et que j'ai lu pour le coup en 2018, sauf une, qui est une sortie récente, mais je me suis dit, non mais quand j'aurai l'occasion d'en reparler, en fait, vu mon rythme de vidéo, je ne sais pas, alors je la case ici, voilà, on en parle. Attaquons la pile numéro 2. Ça c'est la modeste pile de mes créations, on va la cacher maintenant. Et là, c'est la pile numéro 2. Deuxième pile. Alors, j'ai dit qu'on allait parler des éditions Akata. On en parle tout de suite, avec la magnifique série Éclat d'âme, dont la publication s'est achevée avec le tome 4 en décembre 2018. Et eh bien, c'est une série sur un groupe de jeunes LGBT, jeunes plus ou moins jeunes. Il y a notamment un vieil homosexuel, qui n'est pas que un vieil homosexuel, c'est un fan de musique classique, une personne très cultivée, parce qu'on n'est pas que défini par son orientation sexuelle, et cette série le prouve bien. Néanmoins, ça crée une ostracisation, ce qui amène au besoin d'une création d'un espace safe, où on peut être soi-même. Et ces espaces safe, en fait, c'est ce groupe de personnages qui vont le créer, grâce à l'aide d'un hôte mystérieux, qui est un personnage un peu insaisissable, au genre insaisissable, à l'orientation sexuelle insaisissable, et il y a tout un éventail de personnages queer, et ce que ça montre bien aussi, c'est à quel point c'est compliqué de l'être au Japon, à quel point c'est quelque part différent aussi des pays occidentaux, pas forcément parce qu'il y a plus de tolérance, pas forcément parce qu'il y en a moins, disons que ça s'exprime différemment. Et j'ai trouvé ça à la fois rafraîchissant, que ce soit montré avec autant d'honnêteté, et intéressant. En plus, juste le trait dans cette série est magnifique. Les dessins sont superbes, il y a des métaphores visuelles extraordinaires, le découpage est merveilleux, c'est très bien écrit, bref, c'est vraiment une des plus belles séries que j'ai lues là, récemment. Ça m'a tiré des larmes, c'était grandiose. Bref, Éclat d'âme, c'est juste à lire absolument. Si c'est pas le cas, eh bien allez-y, faites-moi confiance. Et on en reparlera sans doute le 2 février dans Opai Palace, si vous avez tout suivi. Ensuite, là, on va sortir du Japon avec des sorties plus globales. Pour le coup, je suis navrée, mais je ne vais pas faire de top fanzine. Il y a eu trop de belles sorties cette année, en fait. Faudrait, genre, je pense, 3 vidéos pour revenir sur toutes les belles sorties qu'il y a eu, sur lesquelles je suis tombée cette année. Pour le coup, peut-être je ferai des articles de blog sur le sujet, je ne sais pas encore quelle forme ça prendra, et en plus, petit aveu, je n'ai pas encore lu mon loot de la Waicon. De la Waicon qui a eu lieu donc en décembre, la convention de l'Urban Romance, voilà. Donc j'ai tout ça à lire encore. Je n'ai pas eu le temps de le faire avec le déménagement, avec tous les autres titres que j'ai lus. Et voilà, eh bien, on va s'y attaquer. On s'y attaquera dès qu'on pourra. Ce sera sans doute merveilleux, parce que ça a l'air très très beau en plus. Bref, passons donc
aux BD à thématique LGBT, yaoi, globale sur lesquelles je suis tombée cette année, parce que pour le coup, il y a une sortie qui date de bien avant 2018 et il y a une sortie qui date de janvier en fait. Commençons donc avec Heartstopper de Alice Oseman, qui est une auteure de young adult, donc de romans young adult à la base, et on sent que c'est pas une auteure de BD confirmée. Son trait est encore un petit peu hésitant, mais le découpage est très bon. C'est une histoire slice of life, tranche de vie de lycéens qui tombent amoureux. Ils font un petit peu face à l'homophobie, mais c'est surtout très très fluffy. J'ai trouvé ça peut-être un petit peu gentillet par moment, mais ça fait du bien aussi. Et le découpage, encore une fois, est très très bon. L'auteur a dit, tout en dénigrant le yaoi, parce que le yaoi c'est pas safe, c'est plus compliqué que ça, je pense qu'il faut arrêter avec cet argument-là, hein. Surtout si c'est pour stigmatiser un genre dominé par les femmes qui permet à énormément de femmes d'avoir une énorme créativité et de grandes libertés artistiques. Enfin, ça m'énerve, les gens qui vont dénigrer le boys love sous prétexte qu'il y a plein de viols. Enfin, il y en a partout. La culture du viol, elle est partout. Si tu veux dénigrer le boys love, enfin, si tu veux dénigrer un genre parce qu'il y a de la culture du viol, commence par dénigrer les genres qui sont pas dominés par les femmes, parce qu'ils sont très rares. Je sais pas. Enfin bref. Ça m'énerve, on va pas digresser trop longtemps, mais bref. Alice Oseman, donc, elle disait que la seule auteure de Boys Love, de yaoi qu'elle aimait bien, c'était Nojiko Hayakawa, et en fait je trouve le même défaut, c'est-à-dire que c'est beau, disons que c'est en tout cas très bien découpé, très bien rythmé, mais les personnages sont un petit peu creux, les histoires, enfin je dirais qu'ils sont moins creux chez Alice Oseman, on sent quand même qu'elle sait écrire, qu'elle a l'habitude de construire des personnages et des situations, mais c'est un petit peu générique. Dans le sens plat, dans le sens si c'est votre premier, vous allez adorer, ça va vous marquer à vie. Si comme moi, vous avez un petit bagage derrière vous, vous allez bien aimer et reconnaître les qualités, mais voilà. Néanmoins, enfin, je recommande, c'est intéressant, surtout que tout est en ligne gratuitement, il y a même une traduction française, apparemment. Là, pour le coup, j'ai une édition papier que j'avais crowdfundée en 2018, mais apparemment ça va être édité. Du coup, il y aura une édition avec le retravail d'un éditeur sur certaines planches qui sont pas très lisibles à cause de l'épaisseur du volume qui fait que c'est mangé par la marge. Donc vous pourrez vous le procurer sans doute assez facilement, en anglais pour le coup. Peut-être que des gens s'y intéresseront et feront une traduction française, hein. On ne sait pas. Deuxième titre dont je vais parler, Fence de Johanna Lafuente, Johanna Deman et C.S. Pacat. Alors je n'ai même pas encore pris le temps de vérifier. Vérifions là, nous avons un instant, vérifions. Hey, j'ai vérifié, oui, C.S. Pacat, c'est bien ça, c'est l'auteur du Prince Captif. C'est vrai que je ne l'ai pas lu, mais que Cordelia, une camarade booktubeuse, a détesté, donc eh bien je l'ai cru. Je ne lis pas énormément de romances parce que je trouve souvent que le style est pas là, donc je préfère la BD. Bref, je m'étais pas attardée sur le Prince Captif. Je sais que ça a beaucoup de fans, et personnellement je n'ai pas lu, donc je ne peux pas le savoir, mais j'ai un mauvais a priori, mais en l'occurrence, en scénario de BD, je trouve que C.S. Pacat, Payset, je ne sais pas, s'en sort très très bien. Fence, donc, c'est basiquement, sous format comics, avec un graphisme un peu à la Disney, un shonen de sport, sauf que le gay est explicite, c'est-à-dire que c'est pas uniquement des fangirls yaoi qui vont shipper les personnages entre eux, c'est-à-dire que on sent quand même qu'il y a des vraies tensions sexuelles, et qu'il pourrait se passer des choses. Pour le moment, là je n'ai lu que le tome 1, on va voir pour la suite, mais il y a beaucoup de fans de yaoi qui suivent cette BD, donc à mon avis ça va être assez explicite au final, on verra. Le trait c'est Johanna the Mad, en plus j'avais découvert cette série comme ça, c'est-à-dire que j'avais découvert cette artiste parce qu'elle faisait du fan art de l'Attaque des Titans et de Jean et Marco, qui est un de mes gros ships, une des grosses relations que j'aime bien, même si je suis team Jarmine, Jean Marco c'est quand même trop cool. Dès qu'il y a Jean c'est bien de toute façon. À condition que ce soit gay. Bref, ne digressons pas sur les équipes de ship de l'Attaque des Titans. Mais bref, donc son trait est très agréable. Vraiment, c'est super expressif. Comme je l'ai dit, c'est vraiment très Disney et ça marche vraiment bien. Fence, du coup, publié par contre en anglais. Mais peut-être, pareil, il y aura des gens qui s'y intéresseront. Enfin, je sais pas. Ensuite, on passe à une BD d'auteur italien qui pour le coup est publiée en français et est passée complètement inaperçue. Je ne comprends pas pourquoi ça m'énerve, parce qu'elle est vraiment super cette BD. J'ai été complètement subjuguée par elle, et je comprends pas pourquoi personne n'en parle. Ah, ça s'appelle Une année sans toi, de Luca Vanzella et Gio Potta. C'est un duo d'auteurs italiens, et ça raconte le quotidien d'un étudiant, son année en fait, après sa rupture avec
un partenaire qui n'était pas forcément parfait, qui avait un peu l'ascendant sur lui, comment il se reconstruit après ça. Le personnage est vraiment pas un cliché de gay fêtard qui couche partout, c'est un petit nerd, il aime bien jouer à Donjons et Dragons, il aime bien se cosplayer. On sent que les auteurs se sont vraiment basés sur leur vécu, il fait une thèse sur les saints oubliés en Italie ou je sais pas quoi, mais le plus intéressant, là on a un truc assez basique quelque part, mais le plus intéressant vraiment c'est que il y a un espèce de parti pris de métaphore littérale, donc ça devient super poétique. Ça a l'air super intello ce que je dis. Est-ce que vous connaissez la BD Loup ? Si vous connaissez la BD Loup, vous voyez de quoi je parle. En fait, c'est-à-dire que tout va prendre une forme quelque part concrète, ce qui se passe dans leur vie. Il y a quelquefois des sentiments, des recherches de souvenirs, de mémoires qui vont passer par des applications mobiles. Là, à l'arrière, on voit plein de petits lapins qui tombent parce que la neige, ça les enveloppe d'une certaine douceur et en fait, littéralement, dans la BD, ça va être des lapins qui vont tomber du ciel. Il y a une scène où ils vont se baigner dans un espèce de parc aquatique à thème, où en fait c'est une petite Italie, donc ils se baignent au milieu de minuscules petits bâtiments célèbres d'Italie. Il y a plein de moments de poésie en fait comme ça fait penser aussi à l'écume des jours en fait, je dirais c'est ce genre d'univers. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de voir donc c'est pas une romance, mais une post-romance gay, pour le coup, narrée de cette façon-là. Le trait est doux, c'est très agréable, et enfin bref, un gros coup de cœur de 2018, dont personne ne parle, donc je sais pas, répandez la parole, essayez d'y jeter un œil. J'ai adoré, perso. J'ai vraiment adoré. Il faut en parler. Là, ça va être la BD qui est sortie il y a des plombes, que tout le monde a lu, sûrement, sauf moi, et ça m'énerve, personne m'en a parlé. Alors, je l'ai lu, je l'ai trouvé en anglais. Je sais que la première partie de la BD est disponible en français, en édition numérique, chez MXM Bookmarks, qui avait tenté de se lancer dans l'édition de bande dessinée, parce qu'à la base, ils publient des romans. Mais c'est tout, en fait, c'est pas en entier. Mais bref, si vous voulez le trouver traduit en français, je suis sûre qu'il y a des scantrad. En attendant, moi j'ai chopé l'édition anglaise de The Less Than Epic Adventures of TJ and Amal. C'est une romance gay sous forme de road movie entre un jeune indien qui échappe à un mariage arrangé. Et c'est pas un blanc à dread, parce que les blancs à dread c'est problématique, rappelons-le. Non, c'est un métis qui est un peu paumé dans sa vie, qui a des petits problèmes avec la drogue. Pas forcément parce qu'il est addict, mais parce qu'il y a des problèmes de dealer, tout ça. Et ils ont vraiment une relation de potes, et ils parlent comme des vrais humains, et leur relation est super touchante, et leur évolution est extraordinaire, et cette BD a surtout un dessin magnifique, c'est du crayonné en fait, et tout est tellement vif. On a l'impression, je regarde les planches là, j'essaierai de vous en afficher quelques-unes, mais on a vraiment l'impression de les voir s'animer, c'est sublime. Et cette BD, elle a été nominée pour les Eisner Awards, donc c'est quand même une énorme distinction pour les comics. C'était connu parce que tout le monde, quand j'en parle, je dis « Hey, j'ai découvert ça, est-ce que tu connais ?» Les gens sont là « Bah ouais, je connais, j'ai lu. » Et je suis comme « Mais pourquoi personne m'en parle ? Pourquoi personne m'en a parlé ? Pourquoi c'est pas un classique ?» C'est vraiment, au-delà d'être de la thématique LGBT, au-delà du fait que c'est une femme qui a écrit sur deux hommes, donc moi je range ça dans la catégorie yaoi, yaoi au sens global, mais yaoi, c'est vraiment une BD sublime. C'est vraiment une BD magnifique. Personne n'en parle. Ça m'énerve énormément. Là, je suis submergée par la rage. Mais bref, The Less Than Epic Adventures of TJ and Amal. C'est juste, lisez. C'est bien. Pourquoi personne m'en a parlé avant ? Ah, mais vraiment ? Il y a des erreurs irrattrapables, là. Enfin, on va parler des filles. Yeah, c'est pas comme si on parlait beaucoup de Yuri. Il y a des gens qui me réclament du Yuri. Je suis comme, ouais, peut-être. C'est un peu trop personnel pour le moment, donc je commence à y réfléchir. Enfin, on y réfléchit. Déjà, j'ai une BD Yuri, donc lesbienne dans le club Good Dorothée. Donc, si ça vous intéresse de voir ce que je fais avec quand il y a deux filles, c'est une pub éhontée. Bref, parlons de quelque chose que je n'ai pas fait. Pour le coup, sorti début 2019, là en janvier, La fille dans l'écran. Donc c'est français, hey, de Manon Devaux et Lou Luby, donc deux autrices qui ont écrit chacune la moitié de la BD, c'est-à-dire qu'il y en a une qui fait la page de gauche et l'autre la page de droite. Et c'est une relation à distance en fait, donc on les voit évoluer en parallèle l'une avec l'autre, les messages qu'elles échangent, comment leurs vécus se répondent ou s'opposent justement, et je dirais que c'est un peu simple,
un petit peu cousu de fil blanc même, mais la narration, je l'ai trouvée tellement fraîche en fait, j'ai trouvé ça vraiment sympa à lire, et le trait était efficace, et puis bah c'est une histoire de meuf à distance, donc moi ça me parle. J'aime bien, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, ça vient de sortir, allez vous y intéresser, allez regarder, soutenons les auteurs du terroir, les autrices oui, du terroir. Faut que j'arrête de dire auteur-re pour les femmes, hein, on dit autrice. Bref, à présent, il est temps de passer au top Yaoi 2018, les Yaoi sortis en France. Hurrah, hurrah! Regardez les énormes piles. Regardez les 2 énormes piles que j'ai pour ma sélection. Parce qu'en réalité, ceci c'est le top 9. Vous êtes spoilés, hein, ou alors pas, je sais pas ce que vous pouvez voir exactement. Et ça, c'est toutes les mentions honorables que j'ai en fait toutes mises dans le numéro 10. On va commencer par le haut de cette pile, parce qu'en fait c'est pas classé. Tout ça c'est le numéro 10. Allons-y, on commence. Qu'est-ce qui est sorti en 2018 qui était bien? On va commencer avec ce qui est sorti chez Taifu de Isaku Natsume. Isaku Natsume, je dirais que c'est un petit peu rétro, parce que elle fait toujours la même chose. Ça va être des relations entre 2 mecs qui ont l'air de se détester, qui sont super énervés, super nerveux. Enfin, il y en a un qui est un peu cool et froid, qui gère, et l'autre qui est comme et évidemment, ça va être celui qui se fait pénétrer, alors que celui qui est froid et qui gère, c'est celui qui pénètre. Et ils sont là, oh là là, il m'agace, et finalement en fait ils s'aiment. Donc c'est vraiment classique, c'est vraiment un peu agaçant. Mais je sais pas, il y a un truc qui marche. Je trouve qu'il y a un truc qui marche dans sa série, notamment Amehiro Paradox, qui est sur 2 journalistes, un journaliste et un photographe dans un magazine de potin un peu. Donc là, il y a le 4e tome qui était sorti. Et son manga que je trouve meilleur à cause du contexte, en fait, le Théâtre des Fleurs, qui parle de 2 acteurs de kabuki, qui sont un peu rivaux, mais en fait il y en a un qui prend les rôles féminins et l'autre masculin. Et c'est intéressant parce qu'on ne voit pas beaucoup de BD sur le kabuki. C'est finalement quelque chose qu'on connaît assez peu, je trouve, et c'est marrant d'avoir un petit peu l'envers du décor. L'auteur en plus avoue qu'elle a fait des recherches à l'occasion de ce manga, mais bref. Donc Isaku Natsume, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Par contre, Isaku Natsume, zone grise pour le consentement, parce que comme ils se détestent, ils disent pas les choses franchement, donc c'est vraiment zone grise. On a eu le tome 3 de In This Words en 2018. Enfin, j'ai envie de dire enfin, donc moi j'ai la grande édition, la grande magnifique édition, et eh bien, je trouvais ça un petit peu décevant par rapport à la claque que je m'étais pris dans le tome 2, mais c'est toujours super beau, c'est toujours assez palpitant, même si après autant de temps, le soufflet est un peu retombé. Et puis bah, la suite, j'ai encore faim. In This Words, pour ce qui est du consentement et de toutes ces questions-là, je dirais, il y a de la violence, il y a du sang, ça peut être assez choquant, donc voilà, pour prévenir. Twittering Birds Never Fly, le tome 5, c'est toujours aussi bien. J'ai déjà parlé de cette série, je sais pas, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, c'est juste que ça paraît sporadiquement, donc à chaque fois je dois me rappeler qui sont tous ces mafieux, ou peut-être qui se ressemblent là dans leurs costumes, mais c'est intéressant parce qu'il y a cette histoire de mafia, il y a cette histoire d'homme impuissant suite à un traumatisme, il y a comment la relation entre les 2 personnages se construit très doucement, et plein de pratiques sexuelles un peu inhabituelles parce que homme impuissant, je sais pas, enfin il y a rien d'évident en fait, tout est à reconstruire et c'est très bien fait. Pour le consentement, je dirais que le viol est pas du tout romantisé, mais il doit y en avoir qui est mise en scène, en tout cas au cours de la série, je sais pas si spécifiquement il y en a dans ce tome-là. Il y a le tome 3 de L'étranger du Zéphyr de Kikana, c'est toujours bien, voilà, toujours des histoires un petit peu de comment tu deals avec l'homosexualité dans ta famille. Pour le coup, il y a eu un moment de zone grise dans la série, mais pas dans le tome 3. C'est des scènes de sexe de couple qui se connaissent, c'est plutôt chou. Voilà, très joli trait, toujours bien. On prend les mêmes et on recommence, j'avais plus d'espace sur la caméra et du coup je l'ai un peu bidouillé, j'espère que ça aura pas trop bougé et que la mise au point sera bonne cette fois parce que tout le début de la vidéo je suis un peu dans le flou. Les aléas du tournage en solo. Bref, du coup j'en étais toujours à mon numéro 10 multiple parce que je déteste faire des choix de ce top Yaoi 2018. J'en étais à Rêve de Coucou, donc une série en 2 tomes parue chez Boys Love IDP. Et les couvertures sont sublimes, mais vraiment âme sensible s'abstenir, c'est vraiment des abus romantisés, clairement, c'est pervers, c'est de la manipulation, c'est des obsessions, c'est pas des belles relations humaines.
Mais c'est bien narré, et je sais pas, j'ai été vraiment pris par ce récit. Je l'ai trouvé intéressant, j'ai trouvé que les personnages étaient pas super expressifs, mais que, enfin, à part ça, le dessin se défendait bien, enfin bref. C'est une nouvelle auteure à suivre, quoi, mais c'était dur. C'était un peu dur. Brother Autospot de Noisy Mikuro, sorti chez Taifu. C'est... Basiquement, j'ai bien aimé parce que le trait était cool. On sentait que c'était un premier manga, donc c'était un peu maladroit quelquefois. Mais, je sais pas, le contexte était sympa parce qu'il y avait du tatouage et j'aime bien le trait de cet auteur. On a Ginza Neon Paradise. J'ai bien aimé surtout pour le contexte historique parce que le couple se retrouve après des années au moment de l'après-guerre avec l'occupation des Américains au Japon, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. En fait, moi, dès qu'il y a un contexte un peu historique, je suis comme ah oui. Mais oui, non, je pense que je recommanderais pour ça. Et puis les personnages sont plutôt bien campés pour le coup. Voilà. Là, on a 2 titres de Paranormal Romance. On a Coyote et Romeo, donc l'un chez Boys Love IDP et l'autre chez Taifu. Et les deux, je les ai trouvés un petit peu bordéliques. Ça fait partie de ces yaoi qui sont inspirés, en fait, j'ai l'impression, par les communautés de fanfiction globales, en fait, c'est-à-dire internationales. Je pense, il y a pas mal de yaoi qui reprennent les concepts d'Omegaverse, et ils sont partiellement repris, notamment dans Romeo. Les Omegaverse, ça vient de la fanfiction, ça vient des fanfictions en fait de Supernatural, la série américaine, et donc de kink que les fans, qu'une niche de fans a créé à partir de ça, autour du fait qu'ils sont loups-garous et que du coup ils sont dans une société hiérarchisée et que les mecs peuvent mouiller et peuvent tomber enceintes. Et j'ai une camarade, Rutil donc, l'auteur de cette magnifique œuvre d'art, soit dit en passant, du Dorito Face Bad Touch Senpai-san avec Bishi et Shota de Yaoi Files. Voilà, petit clin d'œil. Bref, Rutil qui m'avait dit que sa théorie c'était aussi que l'Omegaverse ça venait vraiment d'un dialogue France-Japon, parce que pour elle ça ferait écho aussi à la série Love Pistols, qui est sortie avant que l'Omegaverse arrive. Donc on a un kink qui serait inspiré par un yaoi repris dans des fanfictions, et ensuite des fanfictions qui a été repris par des auteurs de yaoi. Donc on a vraiment une espèce de ping-pong qui montre que tout est très poreux, que tout est en contact, et ce qui justifie ma première partie sur des BD plus globales et pas uniquement japonaises. Mais bref, donc ça reprend ce genre de trope. C'est pas forcément ce que j'aime le plus, et j'ai trouvé que c'était assez bordélique. Ça partait du principe en fait que ce genre d'univers et ses codes étaient déjà connus par les lecteurs, le lectorat, et moi en l'occurrence c'est pas mon cas parce que ça m'intéresse pas plus que ça, enfin, j'aime bien ça mais sans plus. Je trouve ça souvent assez mal exploité, assez limité, alors que ça aurait un gros potentiel, hein, ce genre de hiérarchie, tu pourrais faire des discours, des critiques sociales avec ça, quelque chose de politique, viva la révolution. Mais non, enfin c'est pas ouf développé, et souvent c'est juste des prétextes pour des scènes de cul avec, je sais pas, en l'occurrence vu que c'est naturel, des mecs qui ont des chaleurs, des plein de liquide, tout ça, mais bref. Ne devenons pas trop crus. Oh là là, quel diable. Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu bordélique. Je trouvais ça un petit peu complaisant presque, mais c'était quand même prenant. Le trait dans les 2 mangas, ça se voit aux couvertures, hein, très belle couverture et vraiment jolie. Et je dirais que le point fort de Coyote, c'est qu'il y a moins de personnages et que donc pour le moment la narration est plus efficace parce qu'elle est recentrée sur eux. Et le point fort de Romeo, c'est qu'il y a une espèce de bonne humeur que tu trouves dans les premiers mangas où les auteurs sont un peu libres. Pas forcément les premiers mangas, hein. Par exemple je l'ai trouvé par exemple dans Yarichin Beach Club de Ogeretsu Tanaka. C'est pas son premier manga, mais c'est un manga qu'elle a commencé en webcomic, donc sans enjeux éditoriaux. Et c'est une bonne humeur que je trouve très contagieuse en fait, quand les auteurs se laissent vraiment aller, font juste leur délire, et c'est ça qui a rendu ce titre agréable à lire pour moi. Voilà. Après, c'est plutôt consenti, c'est juste que c'est plein de sexe partout, voilà. J'ai pas fait de trigger du coup, j'ai oublié avec la coupure entre les deux. Sur le consentement, petit avertissement. En fait, pas d'avertissement. Les derniers titres dont j'ai parlé globalement, c'est très consenti, sauf du coup Rêve de coucou, ou comme je l'ai dit, pervers, zone grise, le consentement est trouble. Alors on va passer au vrai top, au top 9, où là pour le coup c'est ordonné. On va commencer par la série Yatamomo. Pour le coup, je crois que c'est les tomes 2 et 3 qui sont sortis au début 2018. Alors là, pareil, avertissement, le consentement, c'est pas consenti. Le héros passe son temps à dire non, mais en fait il dit oui, c'est romantisé. Bon, voilà, soyez prévenus, c'est pas génial à ce niveau-là. Après, le trait de Harada est superbe.
c'est très expressif, c'est très bien découpé, c'est très bien narré, les personnages sont vraiment bien campés. Il y a une exploration du passé de Momo, qui a l'air juste d'un petit gars léger, qui aime le cul, qui est profiteur au possible et tout ça, qui est beaucoup plus profond que ce à quoi on peut s'attendre, et ça rend vraiment les dernières scènes de sexe déchirantes, parce qu'il y a toutes les émotions qui sont libérées dans ces moments-là. Ça a été vraiment un gros coup de cœur cette année. Pas idéal pour le consentement, encore une fois, mais une histoire vraiment intéressante et plus profonde qu'elle n'en a l'air. Lol, dans tous les sens du terme. Non, mais c'est pas uniquement ça. Mais des belles scènes de sexe en tout cas qui racontent quelque chose, ce qui est pas forcément toujours le cas dans les yaoi. Hélas, parce que c'est un petit peu une obligation du genre, donc quelquefois t'es comme... Donc ça c'est le numéro 9. Numéro 8, Canis the Speaker, dont on a eu les 2 premiers volumes de Zach. Donc Canis, j'en parle depuis 2 ans, j'adore cette série. Là donc c'est une side story, enfin c'est un espèce de spin-off dans un espèce d'univers partagé, plein de mafieux et d'histoires un peu comme ça. C'est centré en plus sur un groupe de 3 garçons, 3 personnages, donc on a un trouble. Et donc j'ai trouvé ça rafraîchissant aussi, même si la relation est pas plus développée que ça, parce qu'il y a beaucoup d'intrigues en fait. Il y a énormément de violence, même si la relation entre les 3 personnages est clairement consentie, il y a du viol qui est mis en scène mais qui est pas romantisé. Mais ouais, je dirais que la relation est pas assez développée par rapport à la place que prend l'intrigue quelque part. On a une histoire de revanche en fait, de conspiration démantelée par les héros, mais donc ça manque un petit peu quelque part. Genre, j'aurais aimé plus d'émotion, j'aurais aimé plus de développement, de fluff quelque part, j'aurais aimé plus d'amour, de sexe aussi, les scènes de sexe sont très courtes, mais je sais pas, c'est Zach, moi j'adhère toujours. Je trouve que c'est un auteur qui se cherche peut-être encore un petit peu niveau narration, quelquefois c'est encore un petit peu bordélique, mais le trait est tellement beau. C'est peut-être pas objectif, mais j'adore Canis, j'adore Zach. Voilà. J'attends la suite. J'attends la suite. En numéro 7, on a donc A Beautiful Sunny Day de Aki Veda. C'était le premier titre que je lisais de cet auteur. Beaucoup de nouveaux auteurs dans ce top, c'est cool. Et en fait, j'ai adoré le concept. Le couple, en fait, est composé de 2 personnages qui réparent les objets dont les gens ne veulent plus. Et en fait, il se trouve que l'un d'entre eux a été un de ces objets dont les gens ne veulent plus, et que l'autre va réparer. C'est, je dirais, quelque part de la fantasy poétique du quotidien. Quelque chose qu'on retrouvait dans Une année sans toi. Un truc à la l'écume des jours. Je vais appeler ça, c'est le style écume des jours. S'il y a d'autres titres comme ça, je suis intéressée. Je trouve toujours ça très cool. Bref, j'ai beaucoup aimé le concept en fait, tout bêtement. Après, le trait était pas non plus remarquable, mais c'était bien narré. Et pareil, 2 personnages bien campés aussi, donc avec une relation intéressante. Après, c'est quand même un classique du yaoi, le personnage qui va être retrouvé par l'autre dans les ordures. Zetsuai, ça commence comme ça, mais là, il y a un twist intéressant parce que l'univers est développé autrement autour. Enfin bref, voilà. En numéro 6, La forêt des roses de Kumota Haruko. J'avais déjà adoré Shinjuku Lucky Hole de cet auteur qui était sorti l'année d'avant, je crois. Ça faisait pas partie de mon top parce que l'histoire était pas non plus incroyable, mais le trait était vraiment sympa. Et donc là, on a une histoire qui est peut-être un peu plus intéressante, je trouve. Il y a plusieurs one-shots, mais la première histoire m'a vraiment séduite et c'est celle qui m'a marquée, donc l'histoire d'un vampire et de la personne qu'il aime le plus, qui se réincarne. C'est une romance pas forcément très réaliste, mais plutôt poétique. Et en plus, j'ai bien aimé, par contre, il y a une attention aux détails. J'étais là, ah mais oui, c'est ça que je veux. Je veux qu'on fasse plus attention à ce genre de détails. Le fait que le vampire peut pas entrer en érection parce qu'en fait, il a pas de sang, donc il peut pas bander. Et j'étais comme, mais oui. Mais je n'y avais jamais pensé, mais oui. Donc on peut se demander comment Edward Cullen dans Twilight a pu concevoir, mais voilà. Ce genre de petits détails, moi c'est tout ce que je veux. Bref, donc vraiment un bon titre, pas forcément des scènes de sexe très explicites, mais tout est consenti, plutôt, à mon souvenir. Ah, dites-moi si je me trompe. Et un trait vraiment très joli. Numéro 5, Je pense à toi de Komatsu, un recueil de one-shot. Je vais vous dire, j'ai très peu de souvenirs de ce titre, je me rappelle juste que je l'ai beaucoup aimé, donc je pense que je vais le relire bientôt. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles je l'ai aimé, c'est que juste les personnages sont sympas, les relations sont sympas, et il y a quelque chose de touchant et maladroit dans leurs relations. Je me rappelle notamment d'un personnage qui a une espèce de veste en peau de fauve, qui fait un petit peu mauvais garçon, je sais plus, mais qui en fait est très maladroit.
Je sais pas, c'est des personnages débilous, qui ont des histoires débiloutes, mais c'est mignon. C'est simple, mais ça marche vraiment bien. Il me semble qu'au niveau consentement, c'est vraiment sympa, donc voilà, allez-y, vous pouvez y aller, les yeux fermés à peu près. J'ai pas de très bons souvenirs, ça fait longtemps, j'aurais dû faire ce top plus tôt, j'aurais dû tout relire, ah là là. Bref, je me rappelle que je l'ai vraiment aimé. Instinctivement, je l'ai mis à cette position-là, c'est pas pour rien. Faites-moi confiance, faites confiance à ma mémoire défaillante. On a eu beaucoup de sorties de Scarlett Berico cette année. J'ai beaucoup aimé tout ce qui est sorti, peut-être un peu moins Gel aussi, quelque part. Mais donc Jackass a été vraiment mon préféré. Je connaissais cet auteur, parce que j'avais chopé ses mangas en allemand, et puis j'avais lu pas mal de Scantrad, parce qu'elle est assez connue, avant que ce soit licencié en France. Hein. En vrai, lisez des scans, ça coûte cher, les mangas, ça permet de se renseigner aussi. Et quand vous aimez vraiment les titres, là vous pouvez mettre votre argent dedans pour soutenir l'édition. Je sais pas quoi conseiller, de toute façon, ça tue des arbres, il faudrait pas avoir autant de livres. Mais pourquoi je déprime comme ça? Bref, Scarlett Berico, qui en plus était l'invitée de la Icon cette année, est une auteure super sympa, super intéressante. J'ai un très bel autographe d'elle, voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est très joli. En plus, les staffs de Taifu, j'avais sali mon ex-libris, ils m'en ont redonné un, c'était très gentil de leur part. Bref. C'est une auteure à suivre, assurément, et elle a des opinions intéressantes sur ce qu'elle fait, sur le boys love en général. Notamment, elle va mettre en scène des personnages plus âgés, elle va développer ce genre de choses. Là, en l'occurrence, Jackass, j'ai bien aimé, ça parlait du fétiche des jambes, c'est des jambes dans des beaux bas, comme on voit sur l'image, donc il y a un côté un peu androgyne. Dans cette relation-là, c'est toujours à la limite quelquefois du consentement, mais c'est plus parce que les deux personnages ne s'admettent pas à eux-mêmes leurs sentiments, ne se les admettent pas l'un à l'autre, et donc il y a une espèce de perversité qui va se débloquer à la fin, et pour le coup, ça va devenir... c'est pas romantisé parce qu'il y a vraiment un déblocage de cette perversion qu'ils ont eue l'un pour l'autre, en fait, au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Pour le coup, c'est une auteure qui écrit très bien les personnages, en plus, avec une bonne narration, les scènes de porn. C'est sans doute la meilleure pornographe là, de cette sélection, à part Harada. Harada, très bonne sur le porn, et Scarlett Berico aussi, excellente sur le porn. Donc, ouais, pour le coup, c'est très bien découpé. Et oui, très joli dessin, très joli dessin. Donc voilà, plein de bonnes choses. Et Jackass, c'était mon préféré de Scarlett Berico, donc. Numéro 4. En numéro 3, il y a 2 titres de Haji qui sont sortis cette année. Là, je vous montre Calendula of Limbo, dont le tome 2 vient de sortir. Et il y a aussi Red Hood, qui est un one-shot. Alors Haji, j'en avais déjà parlé, elle était dans mon top il y a 2 ans, ou il y a 1 an, non il y a 2 ans, pour The Buddhist Priest and a Spider. C'était vraiment très bon, c'était du monster porn, donc il y avait une créature araignée, et c'était dessiné comme un shonen. Et donc c'est 2 aspects très séduisants de l'œuvre de Haji qu'on retrouve dans ces 2 titres, dans Calendula of Limbo et Red Hood. Calendula of Limbo, ça se passe dans les limbes, pour le coup les physiques sont plus simples, c'est pas vraiment des monstres, enfin en tout cas ça se voit pas, c'est entre une espèce d'homonculus quelque part, d'être artificiel et un homme revenant, mais tous les deux ont des physiques juste de beaux gosses, voilà. Donc peut-être c'est plus accessible pour ceux qui aiment pas trop les histoires avec des monstres capables de consentir. Voilà. Et je sais pas si vous voyez, j'ai un truc marqué sur ma main, c'était Akata, c'était un pense-bête pour vous en parler. Et bref, du coup, Red Hood à côté, par contre, là, il y a un loup-garou géant, donc ça donne des scènes intéressantes, rafraîchissantes pour le moins, et très kinky. Meilleur porn de la sélection, Harada, Scarlett Berico et Haji. Haji, pour le coup, c'est pour les goûts un peu particuliers. Pas particulier dans le sens SM et dub consent, parce que c'est toujours consenti, mais particulier dans le sens, faut aimer les monstres, quoi. Les monstres au sens fantasy. Et ouais, non, en plus de ça, en plus de cette particularité-là qui fait tout son sel, les histoires sont intéressantes, c'est pas non plus incroyable pour le moment, mais c'est intéressant, les personnages sont amusants, sont agréables à suivre, sont sympathiques, et enfin bref, c'est très solide, ça c'est du yaoi solide. Tu peux t'en servir comme pied de table, mais ce serait dommage, lis-le d'abord. En 2e position, Momo et Manji. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette couverture?
Ce sont deux hommes au crâne rasé, quelle physique atypique. Alors pour le coup, encore une fois, le setting historique m'a complètement eu, j'étais comme oui, oui. Et en plus, j'ai tendance à dire que le fait que le yaoi sorte du Japon, c'est aussi lié à une culture où quelque part l'homosexualité aurait été plus acceptée à une période. Je dis ça, je pense, en simplifiant trop, généralement, quand j'en parle. Mais en l'occurrence, ça montre quelque part des degrés d'homophobie subtils. Ça m'a rappelé en fait le fait que chez les Romains, c'est ok d'être gay tant que t'es celui qui top à l'époque antique. Et il y a quelque part des nuances comme ça, en fait, j'ai l'impression au Japon. Il faut vraiment que je me renseigne plus. J'ai lu quelques titres sur l'homosexualité au Japon, historiquement, mais c'est pas suffisant. En l'occurrence, là, ça m'a donné des pistes. Il y a des citations, des recommandations d'ouvrages, en plus, à la fin du livre. On va se renseigner. Mais bref, donc le setting historique, premier atout de Momo et Manji, ça se passe durant l'ère d'Edo, je crois. C'est à la fin. Ils disent fin de l'ère d'Edo. J'ai bien retenu. Je me suis respoilé la quatrième de couverture. Et donc c'est entre un homme prostitué, et à la fin il y a une explication de l'auteur qui nous dit qu'à l'époque il n'y en avait presque plus, ce qui montre aussi un rapport à l'homosexualité plus complexe qu'on ne le pense, et son amoureux en fait. Et leur relation est trop chou. Je m'y attendais tellement pas, c'est super chou. Après, ça veut pas dire que tout ce qu'il y a dedans est super facile à digérer. Il y a plein de scènes de violence, c'est quand même un jeune prostitué qui se fait abuser dès l'enfance, en fait, donc c'est vraiment assez dur. Pour le coup, j'étais genre... Ah. Mais la relation entre les deux personnages principaux est super touchante, et le trait est vraiment sympa, et le setting est sympa, et bref, tellement frais, tellement un bon titre, tellement audacieux aussi, et oui, voilà, allez lire Momo et Manji, c'est trop bien. J'attends la suite aussi. J'attends la suite. Enfin, en numéro 1, c'est mon petit coup de cœur fluffy. J'avais envie de parler de cet auteur depuis super longtemps, mais il n'y avait pas de sortie assez marquante quelque part. Si, j'ai dû mentionner I Recollect Love, peut-être. Moegi Yukue, je trouve que c'est une auteure très sous-estimée. J'aime... C'est partie de ces auteurs, genre, t'es là, pour les vendre, tu te dis, mais il n'y a rien de spécial, c'est quelque part très subjectif. J'aime bien comment Moegi Yukie dessine ses personnages. Ils ont tous des yeux effilés avec des toutes petites pupilles, et je trouve ça super chou. Ils ont des expressions très efficaces. C'est vraiment, quelquefois, je vois des expressions, je suis là, oh, cette expression est parfaite, il faut que je m'en inspire pour dessiner aussi. Enfin, ces histoires sont relativement simples, mais toujours attachante, toujours avec un petit twist, et ça varie assez en fait. Traduit, on a Parallel Lines, qui est un recueil de one-shot, I Recollect Love, qui est en 2 tomes, qui est du coup sur une histoire entre un motard, des trucs de mauvais garçons, et Glare at You Because I Love You, où là le consentement est plus en zone grise que sur les autres, je trouve, où on a l'histoire d'un mec qui a l'air d'un gros dur mais qui en fait est super tendre, super choupi, et du coup de son mec. Et à chaque fois je trouve qu'il y a un twist intéressant. Notamment, pour le coup, Moegi Yukue dans Parallel Line, l'histoire principale c'est typiquement le cliché du « oh là là, je te déteste, tu m'énerves, machin », et en fait ils s'aiment, qu'on retrouvait tout le temps dans les mangas de Natsume Hisaku, sauf que là pour le coup c'était fait avec plus de maturité. Je dirais oui c'est ça, ce qui distingue Moegi Yukue, c'est une maturité dans la façon de traiter des thèmes quelque part très très simples. Et pour le coup, Nouveau Départ, c'est mon titre préféré qui est sorti en France d'elle. Je sais pas, c'est un manga dans lequel j'ai genre eu des espèces de sentiments mais phénoménaux, une boule au ventre pour les personnages au moment où ils vont se tenir la main pour la première fois. Et ce qui est super rafraîchissant, c'est qu'en fait ça parle d'un père divorcé qui a, je dirais, une quarantaine d'années, qui tombe amoureux d'un petit cuisinier, un serveur, enfin qui travaille dans un restaurant de nouilles, je crois, qui est plus jeune que lui. Mais pour le coup, leur relation est pas du tout dans un ascendant de l'un sur l'autre. Quelque part même, ce serait le serveur qui a un ascendant sur lui. La façon dont ils vont s'apporter l'un à l'autre, en fait, de leur âge respectif. Ce qui me gêne dans les différences d'âge, c'est vraiment quand ça amène à une domination d'un partenaire sur l'autre. En l'occurrence, là, c'est pas du tout le cas. Et c'est hyper touchant en fait de voir ce père qui est paumé, qui assume pas, qui est un personnage très doux pour le coup, qui est pas du tout dans le ressentiment, mais qui a conscience de ses lâchetés, qui a conscience de ses faiblesses et qui réapprend en fait à tomber amoureux, à revivre des premiers émois. C'était super touchant, simple et touchant. Et très mature dans la façon dont ça l'aborde, parce qu'il y a notamment des scènes de réconciliation avec sa fille, tout ça. Enfin,
sais pas, non, j'ai vraiment adoré Nouveau Départ. Moegi Yukue, je trouve que c'est une auteure très sous-estimée. Personne n'en parle jamais. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Bref. C'est la fin de ce top BL 2018. Je sais pas si je vais diviser la vidéo en plusieurs parties. Probablement ce serait une très longue vidéo. Comme ça va compenser pour le fait que en fait je publie jamais de vidéo. Je sais pas. Attendez-vous à en voir peut-être un peu plus cette année. On va essayer, je sais pas du tout si j'aurai le temps. Je ne promets rien. Et puis du coup c'était sympa de les partager avec vous. Voilà, il est tard, je vais aller ranger tout mon matériel et me coucher. Et bien une prochaine fois, que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux, dans mes autres vidéos, en convention, qui sait. Et voilà. Voilà.